personnel pour vous aussi. Je pense que ces histoires ressemblent beaucoup à ce que vous connaissez déjà. Et on va avoir l'occasion de parler un peu de ce qui peut venir après, avec une table ronde maintenant. Donc j'espère que vous pouvez rester, parce que nous avons sur cette scène réuni des grands pontes, déjà de la médecine, de la chirurgie, de la gynécologie, de la douleur, et puis aussi des grandes gueules, comme Enora Malagré, qui est la marraine de l'association Enfants Endométriose. Il y a évidemment Shannon Cohn, la réalisatrice, et Cécile Togny-Purcher, la directrice Enfants Endométriose. Pendant qu'on place tout derrière moi, je vais vous appeler un par un sur la scène. Docteur Mawad, s'il vous plaît. Docteur Mawad, il est chirurgien gynécologiste. Il exerce aux États-Unis particulièrement, mais il parle aussi français et il connaît bien la France. Bonsoir. Bonsoir. Docteur Fazel, s'il vous plaît. Docteur Fazel est gynécologue obstétricien. Lui aussi connaît les États-Unis et la France, et c'est un grand spécialiste. Docteur L'Huillerie, qui est spécialiste de la douleur. Alors, docteur L'Huillerie, en plus, c'est particulier parce que j'ai eu l'occasion de la rencontrer à la dernière prise de parole Enfants Endométriose. C'était il y a longtemps. Hein, on s'en rappelle, c'était à la mairie de Paris, c'était juste avant le confinement, donc c'était en 2020. Elle était dans le public, elle a pris la parole pour nous parler de, justement de la douleur, qui était quelque chose qui n'était pas abordé ce jour-là sur la scène, et on est hyper content de la retrouver ici. Nous avons évidemment Shannon Cohn, qui est la réalisatrice de Below the Belt. On l'applaudit encore une fois. Merci infiniment. Thank you so much, Sharon, for being here. Et Corinne, sa traductrice, qui sera là, son binôme, son ombre. Et puis, évidemment, où est-ce qu'elle est? Enora Malagré, qui est là. Corinne, voilà. Enora Malagré, comédienne, journaliste, la plus active de nos porte-paroles. Et enfin, Cécile Togny, Cécile Togny-Purcher, la présidente d'Info Endométriose. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être là, et merci encore une fois de rester là. On va commencer avec une première question qui sera évidemment pour Shannon, puisqu'on vient de voir ce documentaire. Elle l'a évoqué un peu tout à l'heure lors du premier speech. Shannon, why did you want to make this movie? Especially since you did another movie before, and why this one was so important to you? Thank you. Wow. I mean, the reason I wanted to make the movie is to start to continue the movement on a huge scale, on a global scale, and to give people like you a tool to force change. And there is also like a worldwide scale to what you're doing, because like for us as French people, it's the first time we actually witness what's going on in America. And this also brings my second question, where I'm going to ask the specialists, what are the differences between France and America in the knowledge, the acknowledgement of endometriosis, and also the care of endometriosis? Je la traduis en français, pour ceux qui ont fait allemand en première langue. Quelles sont les différences en fait aux États-Unis et en France sur à la fois la connaissance de la maladie, mais aussi sa prise en charge? Je vais demander au docteur Mawad de nous donner son avis. Merci. Pour moi, lorsque je vois cette audience, cette soirée qui est passionnée et qui regarde le film, les larmes, le sourire, l'espoir, ça m'a donné beaucoup d'espoir que l'endométriose ne va pas être une maladie oubliée. Donc au début, je vous dis, l'endométriose et la douleur n'a pas de pays, n'a pas de continent. L'endométriose se trouve partout et les mêmes problèmes sont partout globalement. Donc on est aux États-Unis, on connaît avec le branding des États-Unis, c'est le healthcare le plus mondial, l'innovation et tout ça. Mais on a les mêmes problèmes de diagnostic, de gaslighting des patientes, et tout ça, ça reflète chaque fois qu'on est dans un continent différent. Donc pour moi, ce qu'on a fait aux États-Unis au début, qu'on retrouve maintenant dans le pays français, c'est les groupes de femmes ou de patientes qui vont aider à enseigner le peuple à connaître beaucoup plus la maladie. Et maintenant, on a beaucoup d'organisations ici en France qui prend
Donc, c'est ça, pour moi, il n'y a pas de différence. On est toujours le même chagrin, si on peut dire. Alors j'avais parlé au docteur Fazel juste avant de préparer cette rencontre et il m'avait dit quand même que l'endométriose était connue depuis plus longtemps aux États-Unis. On en parlait plus. Alors, j'ai eu la chance de travailler aux États-Unis, d'étudier aux États-Unis il y a déjà plus de 25 ans. Et ce qui m'étonnait déjà à l'époque, c'était la connaissance des patientes de la maladie, de l'endométriose, globalement de leur santé. Mais de façon plus générale, par exemple, à la télévision, l'information déjà à l'époque était faite non pas seulement par des journalistes, mais aussi par des médecins, par des spécialistes. La météo, elle est faite en fait par des météorologistes. Donc en fait, ce qui m'avait frappé, c'était la diffusion déjà de l'information il y a 25 ans. Et les patientes qui venaient nous voir pour se faire opérer avaient une connaissance, même si là, aujourd'hui, en fait, on voit dans ce film qu'elles ont eu un parcours extrêmement difficile, elles avaient une connaissance plus approfondie. Et ça, c'était probablement dû aussi, en grande partie, déjà à l'époque, au travail des associations et à la diffusion de l'information. Et c'est une chose que l'on commence à avoir depuis quelques années en France, et ça c'est fondamental. C'est-à-dire le travail des associations, je pense, est absolument fondamental pour nous aussi médecins, pour aller chercher des fonds pour nos recherches. J'ai la chance de travailler en fait avec des structures à la fois publiques et privées, telles que par exemple un laboratoire privé nommé Endodiag, qui fait de la recherche en fait sur l'endométriose et est dirigé par Cécile Réal. Et en fait, on a eu les plus grandes difficultés pour avoir des fonds pour faire nos recherches. Les choses changent aujourd'hui depuis 1 ou 2 ans. Mais voilà, ça c'était une différence. La deuxième différence, et on l'a vu dans le film, c'est le coût de l'intervention et le fait qu'en France, heureusement en particulier, on a la possibilité d'avoir un accès à la santé, à des interventions chirurgicales, à des coûts plus raisonnables, que ce soit dans le secteur privé ou public, qui sont de l'ordre de 4 à 5 fois moins chers pour les mêmes types d'interventions. Donc je dirais il y a ces deux différences moi, que j'ai notées au cours de mon exercice. Est-ce qu'il y a des interventions qui se font aux États-Unis et pas en France? Est-ce qu'il y a des méthodes de prise en charge ou des choses qui différencient les deux pays? Alors, en fait, je dirais, mais ça, bon, Gabi va peut-être justement va être l'un des pionniers aux États-Unis, mais on s'est rendu compte qu'il y avait en particulier des atteintes au niveau des nerfs, au niveau des structures neurologiques. Tous les organes peuvent être atteints dans l'endométriose, tous. Jusqu'il y a 3-4 ans, on pensait qu'il n'y avait pas d'atteinte de la rate, qui était le seul organe. En fait, il y a eu 4 cas de décrit. Tous les organes, il y a eu des endométrioses de l'œil, il y a des endométrioses du cerveau, il y a des endométrioses des poumons, il y a des endométrioses qui ont été décrites dans tous les organes. Et en pratique, il y a de plus en plus une connaissance en fait de l'atteinte endométriosique des structures neurologiques, des nerfs en particulier au niveau du pelvis, au niveau du bassin. Et cette, je dirais, discipline nouvelle qui s'appelle la neuropelvéologie, qui a été initiée par Marc Possover en Suisse, est pas mal diffusée maintenant, de plus en plus en tout cas, en France et en Europe. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, en particulier Gabi va être l'un des pionniers en fait de cette chirurgie, mais Gabi, on c'est a le la docteur chance. Mawad. Hein, Gabi Mawad, voilà. Et en fait, donc on a la chance aujourd'hui d'avoir en France de pouvoir en fait accéder à cette chirurgie. Donc je dirais la chirurgie est peut-être un peu plus avancée. Le deuxième point est que probablement il n'y a pas une, mais des endométrioses. Ça, c'est aussi l'une des avancées, je pense, des 20 dernières années. Comme vous l'avez vu, il y a plusieurs patientes, il y a des patientes différentes, et elles ont chacune leur propre histoire. Et chaque fois qu'une patiente vient me voir, je pense qu'en fait, c'est une patiente avec ses propres symptômes, sa propre histoire. Et il y a aussi probablement plusieurs types d'endométriose, plusieurs modes d'entrée, plusieurs traitements possibles. Alors, docteur Fazel, vous avez couvert des tonnes de choses dans ce que vous venez de dire à l'instant. On va un petit peu... on va reprendre certains de ces éléments, mais il y a un élément, en tout cas, qui, pour moi, est crucial par rapport à l'avancée de la maladie, c'est la libération de la parole.
En fait, clairement, depuis quelque temps, il s'est passé quelque chose. On a enfin pu parler. Il y a eu le mouvement MeToo. On a enfin été pris au sérieux sur des choses qui auparavant paraissaient peut-être anodines ou peut-être gna 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 gna. Donc, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé. Et je voulais parler de ça, notamment dans le documentaire. On le voit bien avec cette jeune fille qui est la batteuse de Mia, qui parle de ça, du fait que c'est aussi une question de patriarcat. La reconnaissance de cette maladie, c'est aussi parce que la société, voilà. Donc, I just wanted to talk about the patriarchy role in the knowledge of endometriosis and the fact that it was not listened to before. Okay. Questions. Survey. How many people here have not been listened to by their doctor? Combien d'entre vous n'ont pas été écoutés par vos docteurs? Alors, Men too, it's fine. No, but there is a culture of not being believed, and as a woman, you know, and that includes especially when it's pain and not being believed when it's something like pain. Il y a une culture de ne pas être cru quand on est femme avec sa douleur. But with Me Too and all of these conversations that are necessary, this is a conversation as well that can be part of that larger movement that's happening around the world and in France. So I hope that the film can empower you to find your voice and also inform doctors to listen. Je suis effectivement surprise de voir le nombre de personnes qui n'ont pas été écoutées. J'imagine, Enora, puisque tu es un peu notre patiente zéro ici, que ça a été aussi ton cas. oui, oui, j'ai eu cette, j'ai eu cette errance médicale, bien sûr, comme nous toutes pratiquement. Et surtout, je voudrais juste dire que ce film, il fait du bien parce que very good movie. Ça veut dire très bon film. Quand on a de l'endométriose, pour être un peu sérieuse, on se sent surtout très isolé. On se coupe du monde. J'avale ma salive pour ne pas chialer. On se désociabilise parce qu'on est tout le temps fatigué, qu'on loupe des cours, qu'on ne va pas au travail et qu'on n'ose pas tellement dire pourquoi, parce qu'on a honte encore aujourd'hui, et je vois déjà des femmes qui fondent en larmes, parce qu'on n'ose pas aller à des rendez-vous galants, parce qu'on n'ose même pas avoir des rapports sexuels parce que ça fait mal, voilà, parce qu'on loupe des dîners, qu'on annule parfois au dernier moment. Alors je voudrais juste que celles qui sont malades ce soir, je voudrais que vous releviez la main pour savoir combien on est ce soir. Voilà, pratiquement toute la salle. Je voudrais que vous vous regardiez et que vous vous disiez que vous n'êtes pas seuls. Regardez-vous bien, prenez contact les unes avec les autres, parce que ça, quand on comprend qu'on n'est pas isolé et qu'on n'est pas toute seule face à cette saloperie, je peux vous assurer que ça aide, parce qu'on n'a pas beaucoup de compassion. Même quand les copains, quand les parents sont au courant, on n'a pas beaucoup de compassion. Et je voudrais aussi en placer une dernière pour nos compagnons, nos mecs ou nos femmes qui sont avec nous et qui souffrent avec nous de cette maladie, parce que cette maladie, on la vit à 3. Il y a la maladie et il y a notre couple. Alors voilà, on va s'applaudir un grand coup et on va se dire qu'on n'est pas tout seul. Merci Enora et bravo à vous. Je vais quand même revenir sur le cœur du sujet, le cœur du poulet, c'est ce côté maladie sociétale. Et on en a beaucoup parlé avec le docteur L'Huillerie en prévision de cette soirée. C'est qu'il y a effectivement un biais sociétal sur la douleur. Et vous êtes spécialiste de la douleur, donc vous pouvez nous en parler mieux que n'importe qui. Alors oui, donc bonsoir, Delphine L'Huillerie, je suis médecin de la douleur, spécialisée en endométriose. Il faut savoir qu'en effet, on part très mal, nous les femmes, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a loupé un virage, c'est le moment de la révolution agricole, à moins 8000 avant Jésus-Christ, où là, on loupe le virage, parce qu'avant, c'était plutôt un matriarcat, et là,
on se trompe de route et le patriarcat arrive. Et au travers de ce patriarcat, on va voir que la douleur de la femme, et au travers de toutes les cultures, est minimisée. Finalement, la douleur féminine, c'est chochotte, et la douleur masculine, c'est héroïque, c'est la guerre, c'est tout ce qui tourne autour de ça. Sachez que encore aujourd'hui, aux urgences, selon une étude, le premier traitement antalgique que l'on donne à un homme, c'est un antalgique, il y a un homme qui a mal, pardon, et à une femme, c'est un anxiolytique. Donc on voit un petit peu l'état d'esprit qu'on peut avoir autour de ça par rapport à la considération. Je crois que c'est quelque chose qui est fondamental aussi dans nos études médicales, c'est de changer la considération de notre vision quand on a en face de nous une femme ou un homme et d'essayer de modifier un petit peu l'idée immédiate que l'on a. C'est une femme, elle est hystérique. Bon. Alors hystérique qui veut dire hystéria en grec. Je savais que ça allait plaire, il y a plus de femmes que d'hommes de toute façon, donc là je savais que j'avais gagné. Hystérique qui vient d'hystéria qui veut dire utérus en grec, donc là voilà, on a fait le tour du problème. Deuxième problématique, c'est qu'on parle de règles. Les règles, c'est des douleurs non mortelles et naturelles. Et ça pour des médecins, on ne nous a pas bien appris la médecine comme ça. Nous on est là un peu quand même, au départ il faut quand même bien le dire, pour sauver le monde. Donc, des règles, des trucs qui sont naturels, ça concerne quand même les nanas. Ça fait mal, certes, mais enfin bon, voilà. Et on n'en meurt pas. C'est vrai que tout de suite, il y a une déconsidération forcément du sujet. Et c'est vrai que les années 2010-2014 ont fait émerger la parole de la femme pour d'autres raisons, mais qui rejoignent finalement aussi un peu l'intimité autour de laquelle on tourne en endométriose. Et en fait, ça a commencé à révéler, en effet, une parole de la femme qui a émergé. Pour finir, c'est ce qu'on en avait parlé avec Tania, c'est quelque chose que ne connaissent pas toujours les gynécos, c'est qu'on part en plus de ça à inégalité sur le point de départ, nous, femmes, à cause de nos hormones. C'est-à-dire que toutes les études de la douleur sont d'accord pour dire que la prévalence de la douleur est plus importante chez les femmes que chez les hommes. Et une fois encore, ce n'est pas parce qu'on est des chochottes, mais parce que nous avons des hormones qui sont moins performantes, moins défensives, qui nous protègent moins. Des hommes. C'est étonnant parce qu'on a toujours l'impression que les hommes sont au bord de la mort quand ils ont un rhume. Et en fait, pas du tout. C'est pas ça, en fait. Donc, en effet, on a des hormones qui sont moins performantes. Donc, la testostérone est relativement stable et en fait réduit ce qu'on appelle, nous, en douleur, le système excitateur, c'est-à-dire le système qui conduit l'information douloureuse jusqu'au cerveau. Et puis, on a un système en parallèle qui essaie de nous protéger. Chez les hommes, ce système excitateur est un peu freiné par la testostérone. Chez les femmes, on a deux hormones, œstrogène, progestérone, qui seraient censées booster notre système dit inhibiteur, c'est-à-dire protecteur. Sauf que le problème, c'est qu'on en a deux et qu'elles ne sont jamais au même niveau au bon moment. Et qu'en fait, on aurait 2 jours à égalité avec les hommes qui sont le J12, c'est-à-dire juste avant l'ovulation, mais qu'en résumé, trop ou pas assez d'œstrogène, trop ou pas assez de progestérone provoque de la douleur. Ce qui explique parfois que vous avez des douleurs au moment de l'ovulation où on est au top de nos hormones, ce qui explique que vous pouvez avoir des douleurs évidemment au moment des règles puisqu'on est complètement down à ce moment-là. C'est ce qui explique aussi la variabilité des hormones parce que chacune d'entre nous a son taux idoine associé œstrogène-progestérone totalement différent. Et c'est ce qui explique aussi cette variabilité et le fait que, oui, l'hormonothérapie n'est pas toujours un gage et un garantie d'être antidouleur. Voilà ce que je voulais dire sur... voilà. Il y avait un autre point, oui, applause. Il y avait un autre point dont on a discuté et que le docteur Fazel a évoqué d'ailleurs, c'est le fait que ça soit une maladie névralgique au final aussi. Alors ça, c'est fondamental, en effet. Alors c'est vrai que dans ce film magnifique qu'on a vu, ce parcours de ces femmes, c'est vrai qu'il est très au centre quand même cet aspect chirurgical. Alors moi, juste, je ne suis pas là, et je me positionne juste en tant que médecin, je dirais complémentaire de la chirurgie et de l'hormonothérapie. Mais c'est vrai que pendant des années, on nous a appris en gynéco, ça c'est vrai pour toute la médecine, on a appris notre médecine de façon très dichotomique. C'est-à-dire que le cardiologue, il s'occupe du cœur, le pneumologue, il s'occupe du poumon, le gynéco, il s'occupe des organes gynéco. Conclusion, qu'est-ce qu'on lui dit ? Écoutez, pour traiter la douleur, vous avez les hormones, et puis ça ne marche pas, vous avez la chirurgie. Et en fait, l'approche de la douleur est une approche qui est très transversale et qui pourrait se rapporter à tous les organes, car les mécanismes de douleur sont à peu près similaires d'un organe à l'autre. Et des premières problématiques, c'est que l'endométriose, elle va irriter les terminaisons
nerveuse. Et c'est ça la première douleur. Coup de décharge électrique, coup de poignard, des douleurs qui vont dans le dos. C'est le trajet du nerf. C'est simplement les trajets du nerf. Ça va dans les jambes, ça remonte. Ce sont donc les irradiations névralgiques. Et ces douleurs névralgiques à type de brûlure d'étau sont typiques, et c'est le même principe que la sciatique ou la névralgie dentaire. Et ça part de là. La problématique en général douloureuse. Et en fait, cette endométriose, on parle souvent inflammation. Et en tant que médecin de la douleur, pour moi, l'inflammation est totalement minime dans la responsabilité de la douleur. L'inflammation, c'est la maladie, on est d'accord. Mais cette inflammation, elle vient déstructurer, en fait, localement, et en particulier les terminaisons nerveuses. Le seul moment où vous avez une inflammation en pic, c'est le moment des règles. Et c'est là que justifie d'ailleurs les anti-inflammatoires, c'est le seul moment où ça marche. En règle générale, si vous prenez des anti-inflammatoires ou des antalgiques de type morphinique en dehors des règles, ça n'a aucun intérêt et vous prenez énormément de risques. On le sait aujourd'hui, en endométriose, la femme a 2,7 fois plus de chances d'être dépendante à la morphine. Parce qu'en fait, on lui propose ce type de médicament. La lamaline, ma meilleure amie, quoi. Et donc, voilà, ce type de médicament qui, en fait, n'est pas toujours celui qui est adapté pour les douleurs névralgiques. Et ça, c'est un vrai drame parce que c'est un manque de connaissances que nous avons. Moi, j'espère moins que d'autres, mais que nos médecins, enfin, que les médecins qui nous entourent, en fait, ont. Et en effet, on essaye tous de pouvoir apporter cette connaissance au travers de plus en plus d'études de médecine. Si je me permets d'intervenir un tout petit peu, je pense que ce n'est pas un problème du médecin seulement, c'est un problème du système médical. Donc le problème commence par l'enseignement dans l'université, parce que pour moi, lorsque j'étais à l'école de médecine, l'endométriose, c'était un chapitre que tu bosses avant l'examen pour répondre correctement. Oui, je crois que c'est 1 heure. Hein. Moi, j'ai fait une chirurgie mini-invasive spécialité. Donc, pendant les 2 ans de spécialité, j'ai fait plus de 1000 cas. J'ai fait seulement 50 cas d'endométriose. Donc, l'endométriose, c'est un problème multidisciplinaire parce que les gens ne parlent pas ensemble. Si tu as mal au ventre, donc, tu veux aller chez un gastro-entérologue. Moi, je suis gynécologue, je prends soin des organes génitaux. Si tu as mal à la tête, tu vas chez un neurologue. Donc, on travaille dans des silos. Chacun travaille dans sa spécialité. Et en plus, le système sanitaire qui pousse les médecins à voir beaucoup plus de patientes parce qu'il y a un manque de médecins pour faire le salaire à la fin du mois et tout ça. Donc, on a tout un système qui est pourri, qui ne marche pas, qui défaillit les femmes chaque jour. Et je ne sais pas comment s'excuser pour le système parce que c'est un problème public gouvernemental. Et j'étais très content de voir le président Macron parler de ça. On va en parler du gouvernement. T'énerve pas, Enora. Enora, je pense, peut parler du gouvernement. Pourtant, on s'est battu avec les associations ici présentes, Endo-France, Endomagne et toutes les associations qui font tout leur travail au quotidien parce que c'est vraiment une prise de parole constante, en fait. Nous, on fait un énorme travail et parfois, c'est bénévole. C'est beaucoup de temps qu'on ne donne pas à nos familles. Moi, je le fais, je m'engage parce que j'ai été malade et j'en ai beaucoup souffert de cette maladie. Donc, du coup, maintenant, vraiment, je ne veux pas que les futurs enfants, les jeunes filles vivent ça et c'est pour ça que je me bats au quotidien. Et vous l'avez très bien dit, docteur, c'est aussi un problème qui date de prise en charge des médecins. Enfin, il y a trop de demandes, peu de médecins. On peut parler de ça pour la PMA, on peut parler pour beaucoup d'autres maladies aussi. Et c'est le système qui est défaillant, en fait. Donc, voilà. Donc, après, nous, on fait ce qu'on peut. Déjà, de faire ce qu'on a fait aujourd'hui, là, ce soir, d'être tous réunis, c'est énorme parce que c'est ça qu'il faut qu'on regarde. On est là et on avance. Et ça, on ne nous l'enlèvera pas. Et ça, c'est hyper important. Et moi, je m'en fous et c'est pour ça que je me lève tous les matins. Voilà. Après... j'espère que les choses avanceront et en tout cas, tout ce qu'on a essayé de mettre en place, on va continuer notre combat et on ne va pas les lâcher. Voilà. C'était une petite parenthèse. Enora, si tu veux complémenter mon message. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je voulais juste vous dire quelque chose parce que je suis quand même, vous savez, je dis tout. Marlène Schiappa a annulé 5 minutes avant. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de caméras ou d'influenceurs. Je ne sais pas. Mais voilà, c'est quand même la secrétaire d'État à la vie associative. Donc elle n'est pas là. Donc je partage le coup de gueule de Cécile et je voudrais encore une fois remercier les médecins qui maintenant sont à nos côtés. Maintenant. Enfin, oui, parce qu'à chaque fois, les associations de patients. Je rebondis parce que, désolée Tania, on divague un peu, mais ce n'est pas que la faute du médecin.
Aussi parfois. Et ça, je le mets parce que Lamia, notre vice-présidente, qui fait l'imagerie de la femme et qui se bat beaucoup, et dès que je l'appelle, elle reçoit qui elle peut. Je l'appelle à minuit, tu peux me trouver une place, elle est là. Il y a vraiment, c'est pas que le médecin, c'est qu'on répète, je répète ce que vient de dire Gabi, c'est un système en fait. Il y a beaucoup de demandes, peu de spécialistes. En fait, on revient de tellement loin et je pense que c'est devenu aussi très politique. On en a beaucoup parlé très vite, très fort. C'est super. Maintenant, derrière, il y a beaucoup de travail et on le sait très bien, les associations de patientes qui nous, avec qui on bosse. Ben ouais, c'est compliqué et les polémiques qu'il y a eu autour aussi des médecins et tout, je sais pas si ça va aide les médecins à se former, donc tout est un peu compliqué en ce moment en fait. Est-ce qu'on peut justement rappeler quand même qu'effectivement, enfin, ce qui est assez étrange, c'est que c'est le corps politique qui s'est emparé de l'affaire, avec d'ailleurs des histoires de buzz et de partis et de choses comme ça, mais c'est effectivement devenu une cause. Mais c'est hyper bien que ça soit. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais qu'est-ce que sous-entend le programme là, puisque donc vous êtes battus, vous, toutes les assos, pour mettre ça sur l'agenda ministériel. Il y a 3 piliers, la recherche, la formation des médecins et la sensibilisation. Et la recherche, il y a combien par exemple? Normalement, il y a 20 millions qui ont été débloqués sur un plan de 5 ans. Thomas, c'est ça. 5 ans, surtout sur le couple et fertilité, qui va être mené par l'INSERM, parce que c'est l'INSERM qui s'occupe. Donc il y a un comité de scientifiques qui a été mis en place. Voilà, les choses sont en train de se mettre en place. Il y a eu aussi un changement de gouvernement il n'y a pas si longtemps. Voilà. Hein, Yasmine. Mais sur la recherche, justement, on en parlait avec le docteur Fazel. Il n'y a pas assez de moyens sur la recherche. Il n'y a pas assez de moyens, mais il y a aussi le privé. Alors, moi, j'ai la chance de travailler à la fois à l'INSERM, puisque je suis rattaché à une unité INSERM, et avec des structures privées. Je pense d'abord que, quels que soient les problèmes, moi, de l'endométriose, je suis tombé dedans il y a plus de 20 ans, et en pratique, je pense qu'il n'y a pas de position à faire entre recherche privée et publique. Il faut que l'on considère, nous, médecins et chercheurs, qu'il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup de possibilités en fait de travailler, en particulier avec le secteur privé, sans qu'il y ait forcément en fait ces suspicions de conflits d'intérêts, etc. Moi, j'ai eu la chance, je dis vraiment la chance en fait, d'avoir, de connaître et d'avoir connu en fait Cécile Réal il y a quelques années et qui dirige en fait de main de maître une équipe formidable. Moi, je n'appelle pas ça une start-up, j'appelle cela un laboratoire de recherche privée. Et grâce à Cécile, en fait, on a réuni autour de nous 25 équipes dans le monde, parmi les plus prestigieuses, aux États-Unis, en France, au Canada, en Europe, au Moyen-Orient, dans l'océan Indien, 25 équipes pour essayer de mettre au point des tests diagnostiques de l'endométriose. Et je peux vous assurer que, alors je ne vais pas donner les noms, mais je fais en parallèle d'autres recherches sur d'autres domaines. Je peux vous assurer que ce que l'on a fait en fait ces 4 à 5 dernières années avec l'équipe de Cécile a été beaucoup plus loin que d'autres recherches que l'on a essayé de mener avec d'autres structures publiques. Alors, c'est le travail de toutes les associations aussi pour libérer la parole autour de cette maladie, je crois, non ? Exactement. Je vais vous dire une anecdote. En fait, il y a quelques années, quand on est allé chercher de l'argent pour cette recherche sur l'endométriose, et que je suis allé défendre, on va dire, un peu notre cause devant des structures telles que la BPI, on nous a un peu regardé de travers en nous disant d'abord, mais pourquoi vous voulez en fait trouver un test diagnostique puisqu'il n'y a pas de traitement ? On en était là. Et aujourd'hui, donc depuis 1 ou 2 ans, les choses changent. Et ça, c'est beaucoup grâce aux associations. Et vraiment, je vous remercie. Je remercie vraiment. Je remercie toutes les associations ici présentes ce soir. Et les associations, parce que les associations nous aident en diffusant l'information. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, comme disait Gabi Mouawad, il faut que nous, en tant que médecins, on diffuse l'information et qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de choses. On vient de faire, sous l'égide en fait d'Arnaud Vattiès, qui est un grand chirurgien de l'endométriose et qui travaille aujourd'hui à Dubaï, une conférence de consensus à Strasbourg. Les résultats vont sortir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des études que l'on ne peut pas faire, que statistiquement, on mettra des années et des années à mettre au point. Donc, il faut qu'entre chercheurs, entre médecins, entre chirurgiens, on se mette autour d'une table. C'est ce que l'on fait
C'est ce que l'on a fait, par exemple, lors de cette conférence de consensus, sur 20 thèmes différents, pour à peu près se mettre d'accord entre les États-Unis, l'Europe, etc., sur des prises en charge. Donc voilà, donc l'éducation, la recherche, le travail des associations, ce ne sont pas des choses séparées. Le privé, le public, ce ne sont pas des choses à séparer. En fait, tout ça va ensemble et on doit avancer tous ensemble. Et surtout, je tiens à préciser, depuis justement qu'il y a cette libération de la parole, il y a de plus en plus de femmes qui vont dans les cabinets et qui sont diagnostiquées. Parce que du coup, on a mis aussi des points sur des symptômes qui étaient ignorés. Et du coup, les femmes d'elles-mêmes, comme vous l'avez justement dit, elles se connaissent. Nous, on leur apprend ça aussi, à s'apprendre à se connaître et à dire, ben voilà, moi j'ai ça, je pense que j'ai ça, maintenant c'est à vous de faire le job. Je dis aux patientes, en fait, et surtout à mes internes par exemple, le diagnostic de l'endométriose se fait à l'oreille. C'est en écoutant avant tout les patientes. Mes consultations d'endométriose, et je sais qu'il y a quelques patientes là, en fait, prennent beaucoup de temps. Il n'y a pas assez de temps, c'est ça le problème. Et ça, c'est vraiment la clé. C'est prendre le temps pour le diagnostic, c'est-à-dire pour l'écoute. Et quand vous allez voir un spécialiste à l'hôpital à Paris, quand il y en a des en public, hein, je vous parle, hein, bah, c'est 15 minutes, si c'est pas, enfin, c'est ça le gros problème. Et elle doit voir, le médecin doit voir 15-20 personnes dans la journée et donner 45 minutes à tout le monde, c'est pas facile. Donc du coup, il faut aller dans le privé et le privé c'est cher. Vous voyez, c'est un peu tout ça quoi, en fait, qui est compliqué. Hein? Oui, on termine en retard, mais parfois. Amplifier le message pour les jeunes chirurgiens, parce que je pense que ça va... Parce que les internes ont envie d'être formés. Ça va prendre beaucoup de temps de rectifier ce qui s'est passé depuis des années et des années. Donc, amplifier le message d'éducation, d'enseignement pour les jeunes internes, ça va bouleverser tout la narratif. J'ai juste une question pour vous. Gardez le micro, puisqu'on parle aussi, donc évidemment, il n'y a toujours pas de traitement, mais il y a évidemment des évolutions sur la chirurgie. Quels sont, par exemple, les progrès chirurgicaux? Je sais qu'il y a de moins en moins de laparotomie, donc ce qui est déjà bien, parce que c'est quand même moins invasif. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment ça se passe dans votre domaine? Ouais, maintenant, le début de la technologie, l'entrée de la technologie dans le côté chirurgical, ça nous a aidé beaucoup à faire beaucoup plus de chirurgie complexe par des petits trous. Donc, avec la chirurgie robotique, on va mieux l'endométriose. On appelle la cilioscopie. Oui. On va mieux l'endométriose. Ça va nous aider à travailler sur des structures assez fines comme les nerfs sans pouvoir les endommager. Et je pense la chirurgie, la précision de la chirurgie avec la technologie qui vient avec la vision, les dye, comment on s'appelle les dye? Problème de traduction technique. Les colorants qu'on peut voir de l'endométriose qu'on ne pouvait pas voir avant. Et maintenant, on peut aider beaucoup de patientes qui ont dû faire la cilioscopie. Ils ont dit, oh, tu n'as rien, tu n'as pas d'endométriose. Mais maintenant, avec l'aide de la technologie, on peut dire, ah, c'est ça, tu as ça, on peut enlever ça, ça va être mieux. Donc, je pense, comme pour les téléphones, comme pour tous les outils, maintenant, la technologie va avancer beaucoup la prise en charge chirurgicale pour les patients. Alors, je pense qu'en fait, on s'était dit on ne va pas beaucoup parler technique, mais il y a deux choses fondamentales, je pense, dans l'évolution au moins de la prise en charge. C'est d'abord tout ce qui concerne l'imagerie et les diagnostics d'avant. Et ce n'est pas la mienne qui dit le contraire. Il est fondamental, en fait, de savoir où l'on va. Et heureusement, il y a de plus en plus, je pense, de spécialistes qui sont formés à l'imagerie, mais aussi à d'autres techniques, à des échographies très spécialisées, pour voir et pour essayer de détecter en fait la maladie. C'est le problème en fait de ces patientes, c'est que beaucoup n'avaient soit pas accès, soit à l'époque peut-être, je ne sais pas, en fait, n'avaient pas pu bénéficier en fait de ces techniques. Ça c'est fondamental. Parce que le chirurgien, il a besoin... Ça, c'est aux États-Unis. En France, on a accès très facilement à l'imagerie. Alors, grâce à la sécurité sociale. Alors, honnêtement, je pense que, par exemple, ça, c'est l'un des avantages majeurs par rapport aux États-Unis. C'est toujours la même chose, c'est le coût. Et c'est aussi... Pas vos épargnes, vous ne pleurez pas, hypothéquez pas votre maison. C'est aussi l'accès. La deuxième chose, c'est nos techniques chirurgicales ont changé. Notre approche chirurgicale a changé. Avant, on faisait des chirurgies extrêmement, je dirais...
délétère où on allait enlever énormément de tissus. Aujourd'hui, on a compris avec le temps qu'on pouvait faire une chirurgie en faisant moins d'invasion, donc par de la cœlioscopie ou de la robotique, et surtout en étant moins délabrant. Ça, ce sont les deux évolutions fondamentales, je pense, entre les capacités diagnostiques, et on espère en fait avancer aussi avec d'autres choses, des tests diagnostiques préalables, l'imagerie et une chirurgie moins délabrante sur les 20 dernières années. En tout cas, c'est ce que moi j'ai constaté. Alors, avant de clôturer le débat, et j'aimerais que tout le monde puisse quand même, enfin, c'est même pas un débat, hein, d'ailleurs, on est tous d'accord. Non, c'est pas. Globalement, j'ai l'impression que ça avance. La dernière table ronde qu'on avait faite, on n'en était pas là, il n'y avait même pas de sous pour la recherche, on réclamait à corps et à cri 2 millions. On en est à 20, c'est un peu mieux. J'ai l'impression que ça avance sur le diagnostic aussi, sur la chirurgie. Mais au quotidien, je sais aussi, parce que je les vois toutes, que ça n'avance pas du tout, en fait, ou presque pas. Alors, peut-être, docteur L'Huillerie, vous pouvez nous parler aussi éventuellement de comment on peut survivre avec cette maladie. Est-ce qu'il y a des médecines alternatives, etc. Et Nora, Cécile, je vous laisse parler de ça, puisque ça, c'est... Alors, Je oui, dirais pas bien que ça sûr. n'avance pas. Alors, je ne sais pas si ça avance ou si ça avance pas. On est quelques médecins Si, de la on est douleur là à pour un s'intéresser. message positif. Alors, mais je vais faire un message Positif. très positif. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses qui s'ouvrent à vous. Le tout, c'est de trouver les bonnes. Je veux dire que, ce qu'on disait tout à l'heure, à chaque endométriose, en fait, il faut bien se rendre compte que l'importance de la lésion ne rend pas l'importance de la douleur. Et c'est pas parce qu'on a une toute petite lésion et beaucoup de douleur qu'on est une chochotte. Là encore, j'en reviens là-dessus. Tout dépend depuis combien de temps est-ce que l'endométriose est là, depuis combien de temps on a des lésions. Et c'est un peu comme une petite écharpe que vous avez dans le pied qui se voit à peine et qui pourtant vous fait un mal de chien, fait que vous marchez de traviole et que ça va engendrer d'autres nouvelles douleurs. C'est un peu ça aussi l'idée. Et que toutes les endométrioses sont en effet pas forcément à visée chirurgicale, puisque certaines pourraient être, si elles sont relativement petites, vont être difficiles et vont parfois avoir même plus de délabrement à être opéré, me semble-t-il, que de ne pas être opéré. Donc on est vraiment très complémentaires. Les mécanismes de la douleur, je vous l'ai dit, c'est les nerfs. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours accès à ces nerfs. On ne les voit pas forcément, mais ce qui est invisible n'est pas forcément inexistant. Que la deuxième chose, c'est qu'on a un corps qui bouge beaucoup moins bien, parce que quand un nerf est irrité, il entraîne automatiquement un arrêt de mobilité, ce qui vous explique deux choses. C'est qu'on a un cercle vicieux infernal, c'est que là où est l'endométriose, le nerf est irrité, il entraîne cet arrêt de mobilité qui est de facto douloureux et qui coince le nerf. Donc vous avez un espèce d'emballement. Puis la deuxième chose, ça explique un certain nombre de symptômes. Parce que tous nos tissus sont en lien les uns avec les autres. Et puis vous avez une tête d'épingle, si je puis dire, dans certaines endométrioses, qui est par exemple l'endométriose sur le ligament utérosacré, qui lui est accroché à l'utérus. Et l'utérus va finir par s'arrêter de bouger, c'est les douleurs au rapport sexuel. Qui va entraîner un arrêt de mobilité du vagin, c'est les douleurs à la pénétration. Et puis avec le temps, ça va entraîner des douleurs de la vessie, on pisse 15 fois par jour. Puis le tube digestif qui dysfonctionne. Ça ne veut pas dire que la maladie avance forcément. Ça veut dire qu'en tous les cas, ces symptômes, ils sont réels, ils sont souvent ce qu'on appelle dysfonctionnels. Alors à un moment, c'était un mot qui avait été employé dans le film. Dysfonctionnel, une fois encore, ce n'est pas un mauvais terme. Ça veut dire qu'on a des choses à faire. Faire bouger les tissus, c'est le rôle de l'ostéo, de la mésothérapie, de la rééducation, de la reprise. Il faudrait que les médecines complémentaires soient remboursées. Voilà. Oui. Eh oui. Donc Ah, voilà, je veux bien. cette approche-là, Et qui ça vont être réduirait tous ces indispensables. problèmes de pas de prise en charge chez le médecin. Et puis ensuite, tout ça, ça remonte au cerveau, pour finir. Et ce cerveau, il va moduler votre information. Et ça, c'est rapport aussi à toute votre existence. On n'a pas tous les mêmes expériences de vie. On n'a pas tous le même cerveau. Dans notre cerveau, on a des zones qui contrôlent l'information douloureuse et des zones qui peuvent l'amplifier. Et c'est une sorte de match de tennis en permanence entre ces différentes zones. Et la même information peut être tout à fait modulée de façon différente dans votre cerveau à un moment T. À un moment T plus sain. Parce que quand on est anxieux avec la même information douloureuse, on aura plus mal. Ça ne veut pas dire que c'est psy. Ça veut dire que votre cerveau a des capacités de l'augmenter, cette douleur. Mais vous avez des capacités d'essayer de la maîtriser. C'est l'apprentissage de la méditation, du détournement de l'attention, de la musique, par exemple. C'est l'apprentissage de l'hypnose. Et quand je dis apprentissage, ce n'est pas uniquement l'hypnothérapeute qui va faire
changer votre cerveau, c'est aussi vous dans l'engagement de faire des petits exercices au quotidien. Alors là, je vous la fais courte, mais on a plein d'approches. Là-dessus, on va me parler aussi argent parce que ça coûte très cher. Mais c'est pour ça. Bien sûr, mais on a pas mal de systèmes qui sont pris en charge. Il y a des dispensaires, il y a un certain nombre quand même d'éléments. Et juste quand même, c'est vrai qu'il nous manque beaucoup d'argent, mais on a quand même trop le demande la chance d'avoir une sécurité sociale. Non mais attendez, moi je le répète chaque jour que Dieu fait, et croyez-moi, Je veux quand même le dire parce que on a raison d'en vouloir plus. Mais restons soyons, positifs. quand on voit le système on est là américain, on est là pour faire avancer les choses. Qui s'est passé ces 5 dernières années, ces 2 dernières années, même avec la stratégie nationale, on doit s'en réjouir. Un président de la République qui met des témoignages de femmes qui ont de l'endométriose sur son Instagram, on doit s'en réjouir. Après, il faut que le job, le service après-vente, comme il dit, soit bien fait. Mais c'est à nous aussi, derrière, de suivre cette chose. Et ça aussi, c'est positif parce qu'on est un modèle européen. Ça, il faut quand même... On est un modèle européen avec un système social qui n'existe nulle part ailleurs. J'espère qu'on ne le perdra pas. Et donc, je conclurai juste pour vous dire peut-être que vous avez des solutions, une articulation de solutions. Et ça, c'est un des boulots du médecin de la douleur que je suis, c'est de pouvoir articuler autour des chirurgiens, des gynécologues en complément. Avant de conclure complètement, je sais que tu as réagi sur les traitements alternatifs, Corinne aussi d'ailleurs, puisqu'elle est aussi atteinte d'endométriose et qu'elle a fait une cure thermale, c'est ça. En fait, je sais que c'est très personnel à chacun, mais c'est quoi éventuellement les choses qui vous ont aidé concrètement? Moi, en fait, ce qui m'a sauvée, c'est tout sauf la médecine traditionnelle, en fait. Je vais vous donner juste 2 petits tips. Vous avez évoqué la musicothérapie, moi, ça m'a sauvée. Vous prenez un bon ostéo, qui, vous savez, nous, les femmes qui ont de l'endométriose, on a le bide qui gonfle, mais c'est pas qui gonfle, quoi. On a l'impression d'avoir, vous savez, d'être enceinte, ce qui est très bizarre. On a vraiment un ventre de chameau, ça s'appelle le ventre hormonal. Et en fait, un ostéo va vous masser pour vous décoller un peu tout ça. Et oh, miracle, le ventre est normal. Donc ça, c'est quand même pas mal, ça aide beaucoup. Moi, j'ai découvert le fertility yoga, parce que nous avons quand même la fondatrice qui est parmi nous ce soir. Parce que vous savez quoi? Le yoga normal pour nous, c'est pas possible, il ne faut pas faire de posture inversée. C'est ce que j'ai appris. C'est très mauvais. Donc en gros, je conclus, moi c'est tout le reste qui m'a sauvée. Parce que j'en avais marre de me bourrer de médocs, rien n'a fonctionné. Et par miracle, les choses dont on ne parle pas assez en France et qui sont effectivement pas tellement remboursées, moi c'est ça qui m'a sauvée. Donc vous voyez, il y a encore de l'espoir, il y a encore des choses à explorer. N'hésitez pas à en parler aux associations formidables qui ont les bons conseils, qui ont les bonnes adresses. Encore une fois, vous n'êtes pas seul. On va... Ah si, petit truc, parce que l'ostéo, ça coûte un bras d'enfant. Alors c'est très simple, vous allez dans des écoles d'ostéo, ça coûte 10 balles, ils sont hyper bien formés et ils vous décollent tout ce qu'il y a dans le bidou. C'est super. Les petits tips d'Enora. Et première cause d'infertilité. Oui. Avant de conclure, on va conclure avec Shannon parce qu'on est quand même là pour Shannon et grâce à Shannon. Just wanted to know, as you've been touring with that movie, do you feel there is like a movement, a positive movement, I don't think it's a solution yet, but do you think there is something going on in the world because you've visited so many countries with the movie? And can you tell us about it? Je lui demande s'il y a un mouvement, un élan général dans tous les pays qu'elle a visités avec son film, puisqu'elle le tourne partout. Yep. Yes. With endometriosis, so many times it feels hopeless and it feels sad. And I knew I wanted the end of this movie, I wanted to feel hopeful because I feel the movement of women all around the world, from when we screened in New York, Mexico, Ireland, here. I feel the movement growing, and we have so much more in common than we have different. And so much of what I've heard is if there's going to be change in endometriosis, it has to be led by the patients. Putting differences aside and moving forward together, and that means everywhere. So I feel hopeful. And I'm so happy to see all of you here. Let's keep it going, and change is coming. Thank you. J'espère que vous avez fait anglais première langue. Mais l'élan est là. Hein. Corinne, je te laisse. Tu veux enchaîner sur la traduction ou pas?
Il y en avait beaucoup. L'élan est là, vous inquiétez pas, ça va bien aller. On va s'en sortir et on est là avec vous, on est toujours là. Je sais que c'est un peu frustrant ce soir parce que je sais que même eux, ils ont des choses à dire encore. Je sais que vous avez probablement aussi des questions. Vous savez que Info-Endométriose est là, vous pouvez envoyer des DM, les associations de passantes sont là, vous pouvez aussi Endo-France, Endomind, etc., Femmes & Co. On est toutes là, on est toutes ensemble, on est on est toutes ensemble. Et surtout, n'hésitez pas, vous pouvez sauter sur les intervenantes ce soir à leur descente de scène, ça va aller assez vite. Je vous rappelle leur nom au cas où et leur spécialité. Nora Malagré, journaliste comédienne, porte-parole d'Info-Endométriose et grande marraine. Nous avions Corinne qui nous a traduit, Shannon Cohn, la réalisatrice de Below the Belt, le documentaire que vous avez vu. Je pense que... Attends, je finis Nous avons aussi le docteur L'Huillerie qui est spécialiste de la douleur et qui nous a fait un magnifique solo. Je l'en remercie. Le docteur Fazel qui est gynécologue obstétricien et qui nous a redonné l'espoir. Et à la Riboisière, si jamais. Et puis, si vous êtes capable d'aller jusqu'aux États-Unis, vous avez le meilleur chirurgien gynécologique qui est Gabi Moad. Et évidemment, Cécile Togny-Purcher, présidente d'Info-Endométriose. Merci infiniment. Et bravo à vous tous. Et merci à toi, Tania. Ah oui, moi je m'appelle Tania. Merci. Bonne soirée. N'hésitez pas, ils vont descendre par là et par là, je vous dis. À moins qu'ils sautent, mais on verra. Bonne soirée, merci beaucoup.